Alors bonjour tout le monde, bonjour monsieur le marié, bonjour Yves, bonjour chers amis et confrères. Aujourd'hui on va parler de ces aspects de l'addiction au tabac, aspects neurobiologiques et comportementaux. J'ai volontairement lié les aspects comportementaux du tabagique à tout ce qui se passe au niveau du cerveau et de toutes les interactions neurobiologiques qui se passent dans le cerveau, parce que tout est lié, comme on va le voir. Et donc je vous donnerai un peu la vision de l'addictologue qu'on n'a pas toujours en tête et qui est très peu connue de la part des tabacologues ou des pneumologues que nous sommes aussi. Ça, donc, c'est la première remarque. La deuxième remarque, c'est que nous, en tant que cliniciens et pneumologues, nous avons toujours l'habitude de voir les effets délétères du tabac sur les organes tels que le poumon, cœur et vaisseaux, les effets sur le cancer et le diabète et tous les autres organes, et nous ne connaissons presque rien des effets sur le cerveau, alors que le premier effet délétère du tabac, c'est sur le cerveau, et ça se passe dès les premières semaines et les premiers mois d'une consommation régulière de tabac. Vous allez voir que c'est le premier organe qui est impacté et qui devient malade. Donc ce cerveau, nous allons y pénétrer un peu et voir ce qui va y avoir. Nous avons à gauche le cortex préfrontal, cette partie du cerveau que nous utilisons pour faire de l'analyse, pour faire de l'évaluation, de la prise de décision, pour guider notre comportement. Cette partie du cerveau va être impactée, et au milieu et au fond du cerveau, c'est le mésocerveau, le mésolimbe, le cerveau mésolimbique, où on voit voir nos pulsions, nos envies se concrétiser là-bas. Quand nous avons envie de quelque chose, c'est à ce niveau-là que ça se passe, et ce sont ces zones du cerveau qui sont stimulées. Nous avons le noyau accumbens ici, nous avons cette partie de l'aire tegmentale ventrale. Ces deux grandes parties constituent le principal de ce qu'on appelle le cerveau de la récompense. Un peu en dessous, l'amygdale, qui est dédiée aux émotions négatives essentiellement, l'hippocampe tout autour, qui enregistre et mémorise nos faits et nos comportements. La caractéristique de l'hippocampe, c'est qu'il enregistre en même temps des données en multipistes. Et tout en haut, nous avons ce striatum qui est responsable donc du comportement motivationnel. Ça va jusque-là? Oui, c'est parfait. Très bien. On a un peu de problème avec l'image, mais ça va bien. Continuez. Alors, je vais essayer de... Voilà. Donc, toutes ces parties du cerveau que j'ai décrites tout à l'heure sont interconnectées. Vous avez ces flèches en bleu qui partent de cette petite boule bleue, mauve, qui est l'aire tegmentale ventrale. C'est elle qui initie le comportement tabagique, et des réseaux qui se forment et qui vont donc lier toutes les autres parties du cerveau, y compris le cortex préfrontal. Et la décision va être prise: je consomme, je ne consomme pas, j'assouvis cette envie ou je la bloque. Et vous avez en retour donc ce réseau neuronal qui va assouvir ou non nos envies qui vont naître dans cette région du cerveau. Voilà. Alors évidemment, le tabac va impacter ce qu'on appelle le circuit de la récompense, et l'élément clé du circuit de la récompense est le système dopaminergique mésolimbique, donc là où est sécrété de la dopamine, qui est le neurotransmetteur par excellence initial qui initie tous nos comportements motivés. Un ensemble de neurones dont le corps cellulaire sont situés dans l'aire tegmentale ventrale, à la base du cerveau, et qui envoient des projections jusque dans les régions frontales, et plus particulièrement dans une structure profonde sous le cortex frontal nommé le noyau accumbens.
aire tegmentale ventrale et noyau accumbens constituent donc ce qu'on appelle le cerveau dopaminergique, là où est sécrétée la dopamine. Plus la récompense est associée à une activité, plus elle est importante, donc plus l'organisme s'en souvient, mémorise cela, et plus il cherchera à renouveler cette activité. La stimulation de ces neurones dopaminergiques entraîne une libération de dopamine au niveau de ce système de récompense et qui est responsable d'une sensation de bien-être. Le taux de dopamine, évidemment, est régulé en feedback par une enzyme qui est la monooxydase B, mais A aussi, on le verra tout à l'heure, assurant ainsi un bon fonctionnement et pour que le système ne s'emballe pas. Avec l'apprentissage, vous savez que quand on consomme une cigarette, on la consomme dans un endroit donné, dans une ambiance donnée, avec des émotions données. Et tout cela est enregistré en package dans l'hippocampe, donc cette structure du cerveau qui enregistre tout ça, et cela constitue un mode d'apprentissage de la consommation. Avec cet apprentissage, ce ne sont plus les récompenses, donc quand on consomme, qui stimulent les neurones dopaminergiques, mais c'est les signaux qui annoncent leur arrivée. Donc cette partie du cerveau devient stimulée rien que par les signaux qui annoncent la consommation et non par la consommation elle-même. Ces stimuli environnementaux tiennent une place essentielle dans l'activation du système de récompense du fumeur. En effet, celui-ci développe au courant de sa vie de multiples associations entre certaines situations ou émotions et le fait de fumer. La seule présentation de ces stimuli donc peut conduire à une envie compulsive de tabac et on voit cette envie pressante d'aller consommer qu'on ne peut pas réprimer et nous verrons tout à l'heure pourquoi on ne peut pas la réprimer. Le tabac crée une dépendance forte, il est classé, si on prend l'héroïne comme étalon, il est classé le troisième derrière l'héroïne, la cocaïne. Et on voit que c'est une dépendance forte au niveau du système de plaisant que ça procure, des sensations plaisantes, mais une dépendance psychologique forte aussi et physique forte. Et parce qu'il y a ces dépendances fortes, il est responsable d'un syndrome de manque quand on ne prend pas le tabac. Il vient devant l'alcool, devant les amphétamines et les psychostimulants et très loin devant le cannabis. Et j'ai adopté cette définition de George Koube, un neurobiologiste de renom et qui fait référence en matière de neurobiologie des addictions. Donc il parle d'une impulsion à chercher et à consommer les drogues, cette envie impérieuse et cette recherche effrénée de la consommation, et ça a sa traduction neurobiologique. Deuxièmement, on a une autre donnée qui est la perte du contrôle sur cette consommation. Quand on veut arrêter de consommer ou limiter la consommation, on trouve énormément de difficultés. Et troisième élément, qui a aussi sa traduction neurobiologique, c'est l'émergence d'un état émotionnel négatif au fur et à mesure de la consommation, composé de dysphorie, d'anxiété, d'irritabilité. Et ça qui définit donc le syndrome motivationnel de sevrage, quand on empêche la personne à accéder à la consommation de sa drogue. Remplacez le mot drogue par tabac et vous verrez qu'on est exactement dans ce que nous voyons habituellement, une impulsion à chercher à consommer le tabac, une perte de contrôle de la consommation de tabac et l'émergence d'un état émotionnel négatif quand on est empêché d'accéder à la consommation du tabac. Alors, toute consommation de substances, évidemment, elle est régie par deux effets qui vont renforcer cette consommation. Un élément qui est le renforcement positif, c'est-à-dire qu'on consomme pour rechercher les effets bénéfiques que nous procure la consommation, pour rechercher les effets gratifiants. Et un autre élément de renforcement, c'est celui qui nous permet de consommer pour éviter les effets aversifs du manque. Quand on ne consomme pas la substance, ici le tabac, on éprouve cette sensation dysphorique d'irritabilité et d'anxiété. Et pour éviter cela, on consomme donc le tabac par anticipation parce que l'expérience du sevrage est très désagréable. Ces deux éléments sont des renforçateurs et on consomme à cause de ces éléments-là. Un, pour rechercher les effets gratifiants de la substance et deux, pour éviter de ne tomber dans
les effets aversifs du manque quand on ne consomme pas la substance. Alors, au tout début de la consommation, c'est cette recherche d'effets positifs gratifiants qui motive le consommateur de tabac. Et par la suite, cet effet de recherche positif, il s'estompe petit à petit au fil des mois et des années, pour s'estomper presque complètement par la suite. Et quand vous interrogez les fumeurs, sur 20 cigarettes consommées, très peu de cigarettes sont consommées pour rechercher cet effet gratifiant et bénéfique. Le reste de la consommation, il est régi pour éviter les effets négatifs du manque et on consomme par anticipation. Et donc au fil du temps, c'est cet effet-là de renforcement négatif qui prend le dessus et on consomme pratiquement pour éviter de ne pas tomber dans le manque que plutôt de rechercher les effets positifs d'une telle consommation. Ces renforçateurs, évidemment, sont sous-tendus par des phénomènes neurobiologiques de sécrétion de substances neurobiologiques. Comme on en voit ici, l'effet renforçant il est dû à la dopamine qui petit à petit s'estompe du fait de la stimulation du système opioïde qui va freiner les neurones dopaminergiques grâce au GABA qui est un système freinateur. Et en même temps, on a ces sécrétions de hormones donc du stress, essentiellement le CRF, au niveau de l'amygdale, qui va augmenter petit à petit. Et c'est lui donc, qui va prendre le dessus et qui va constituer le renforcement négatif. Donc ce sont ces systèmes neurobiologiques qui expliquent cet effet de balance. Au début de la consommation, voilà une rumeur qui s'exalte quand on consomme, puis qui retombe quand on n'en consomme pas, pour être dans ce qu'on appelle de la dysphorie. Et petit à petit, cet effet exaltant de la consommation, ces effets positifs s'estompent petit à petit pour presque disparaître. Et le gros de la consommation devient pour ramener la personne à un niveau d'humeur acceptable et non plus pour rechercher une exaltation. Et on voit ici que tout ça est sous la dépendance évidemment de ces neurotransmetteurs, la dopamine qui diminue, et ce sont les hormones du stress, le CRF, la norépinéphrine, la dynorphine qui sont exacerbées et qui sont responsables de cet état émotionnel dysphorique. Alors évidemment, toutes ces manifestations sont dues à la molécule, l'alcaloïde principal du tabac qui est la nicotine. Et là, je voudrais insister parce que la nicotine, tout le monde croit que la nicotine est une drogue excessivement addictogène et qui crée de l'addiction. Elle a créé une grande polémique avec l'arrivée des cigarettes électroniques ces dernières années et tout le monde a peur de la nicotine. Tout le monde a peur que nos jeunes, par exemple, deviennent dépendants rapidement à la nicotine. Vous savez que quand on consomme une cigarette, le dixième de la cigarette, déjà, il y en a une saturation importante des récepteurs alpha-4 bêta-2 nicotiniques. Une à deux bouffées sature presque un peu plus que le dixième d'une cigarette et occupe 50% des récepteurs. Et cela pendant 3 heures de temps. Une seule cigarette et les récepteurs sont occupés à 88%, avec une diminution du craving. Et avec 3 cigarettes, on arrive presque à saturer tous les récepteurs nicotiniques. Alors, comme on arrive à saturer rapidement les récepteurs, il y a une désensibilisation de ces récepteurs et quelque chose se passe dans le cerveau, c'est ce qu'on appelle les phénomènes de neuroadaptation. Le cerveau s'arrange pour multiplier ce nombre de récepteurs et le cerveau du fumeur contient presque 2 fois plus de récepteurs nicotiniques qu'un cerveau de non-fumeur et ça, de façon définitive, toute la vie. Donc, on a des altérations anatomiques qui se passent dans le cerveau du fumeur et ceci très rapidement, quelques semaines à quelques mois après d'une consommation régulière. Donc ça, c'est la première transformation anatomique qui se passe au niveau du cerveau du fumeur et en général, un adolescent fumeur, donc quand on fume assez jeune. La nicotine se fixe sur les récepteurs nicotiniques, des neurones dopaminergiques, des petites boules rouges, c'est de la dopamine qui est libérée dans l'espace
et la fente intersynaptique pour se fixer sur ces récepteurs ici dans le neurone d'en face. Mais le plus important, ce n'est pas tellement cette libération de dopamine dans l'espace, c'est sa concentration en nombre, en quantité importante. C'est ça qui détermine ou non ces phénomènes de neuroadaptation et c'est ça qui va créer ou non la dépendance. Quand vous mettez un patch à la nicotine, vous ne deviendrez jamais dépendant de la nicotine, mais quand vous prenez de la nicotine via la cigarette, vous avez créé ces phénomènes de dépendance et de neurotransformation et de neuroadaptation. La dopamine qui est libérée dans la fente intersynaptique, une partie va se fixer sur ses récepteurs, l'autre partie va être recapturée et elle va être dégradée par les monoamines oxydases. C'est pour ça qu'on n'a pas un emballement du système dopaminergique. Il se trouve que vous voyez ici, sur ce schéma, toutes les drogues d'abus vont agir sur l'une ou l'autre des composantes ou pour empêcher la recapture de la dopamine ou pour empêcher sa dégradation. Et de ce fait, la nicotine va être disponible en grande quantité dans l'espace intersynaptique et c'est ça qui va déterminer donc les effets délétères de la nicotine. La nicotine ici, elle va inhiber la monoamine oxydase, donc elle va empêcher la dégradation de la dopamine et la dopamine va se trouver en grande quantité dans l'espace intersynaptique et induire tous les phénomènes de neuroadaptation. Quand on prend par exemple, on met ça c'est une expérimentation animale qui a été faite sur les rats adolescents, on leur donne à consommer de la nicotine, ils en consomment très peu, vous voyez ici la courbe avec les triangles, et par la suite l'appétence vis-à-vis de la nicotine diminue petit à petit, sur le graphique de gauche. Et quand on met ces rats en présence de nicotine avec de l'acétaldéhyde, on voit une consommation effrénée de nicotine à des niveaux excessivement élevés. Donc c'est l'acétaldéhyde qui engendre cette consommation effrénée de nicotine et non la nicotine toute seule. Et on sait que l'acétaldéhyde est un inhibiteur de la monoamine oxydase. Il n'y a pas que l'acétaldéhyde, il y a les substances comme Harman et Norharman qui sont des substances qui sont produites lors de la combustion du tabac. Harman, Norharman et acétaldéhyde sont des inhibiteurs de la monoamine oxydase. Ils diminuent de 30 à 40% l'activité de la monoamine oxydase A et B. La monoamine oxydase catabolise non seulement la dopamine, mais aussi la sérotonine et la norépinéphrine. Leur catabolisme donc étant inhibé, il va y avoir une augmentation de la concentration et de dopamine, et de sérotonine, et de norépinéphrine, et d'où cet effet renforçant de la nicotine. Donc vous voyez que ces substances sont essentielles pour engendrer une augmentation de l'activité de la dopamine, sérotonine et norépinéphrine, et que la nicotine toute seule n'est pas capable de faire ça. Là aussi, on a une confirmation de cet effet. Quand on cartographie les cerveaux des non-fumeurs en haut, des fumeurs dans la partie médiane, on voit que ces couleurs chaudes correspondent à la présence de monoamine oxydase en quantité appréciable, en haut, chez les non-fumeurs, alors que chez les fumeurs, les couleurs tendent à aller vers le bleu et le vert, donc les couleurs chaudes diminuent, donc la quantité de monooxydase diminue, et confirmé aussi, quand on bloque la monoamine oxydase, on a un cerveau qui est complètement vide de cette substance. Donc chez les fumeurs, on a une preuve cartographiée de la diminution de la monoamine oxydase, évidemment. Donc, on sait maintenant que c'est à cause des acétaldéhydes, de l'Harman et de la Norharman. Un autre phénomène aussi qui va être déterminant dans ces phénomènes de neuroadaptation et d'impact du système dopaminergique, les neurones dopaminergiques sont donc régis par un système freinateur GABA et un système excitateur glutamate. Ces deux systèmes entrent en jeu en même temps, mais le GABA décline rapidement, alors que le système glutamate excitateur, il est plus
efficient et il dure plus longtemps et à un niveau beaucoup plus élevé. Donc, au fil des minutes, nous avons les neurones dopaminergiques qui sont sous l'influence d'un système excitateur glutamatergique qui va durer plus d'une heure de temps. Vous consommez une cigarette, vous avez cette impaction de la nicotine, une libération de dopamine, mais qui ne baisse pas rapidement, elle va perdurer pendant une heure même si la consommation est arrêtée. Et ça, c'est parce que ces neurones sont restés sous l'impulsion du glutamate qui va les exciter davantage. Donc on a une surexcitation du système dopaminergique et c'est de là où est venue donc la viciation de ces circuits. On fait fonctionner ces circuits de façon inhabituelle et surexcitée que habituellement. La combinaison de ces effets donc va engendrer une augmentation de la libération de dopamine et une diminution de la réponse inhibitrice GABA qui entraîne une amplification des propriétés récompensantes de la nicotine. La nicotine n'entraîne pas que l'augmentation de la dopamine, elle influence la concentration de nombreuses autres substances neurochimiques, elle augmente le taux des endorphines, des corticostéroïdes proportionnellement à la concentration de nicotine dans le plasma, elle modifie la biodisponibilité de la dopamine, de la sérotonine, de la norépinéphrine, des GABA et du glutamate et agit sur les mécanismes de récompense du cerveau indirectement par l'activité opioïde endogène qui va réguler cette activité dopaminergique et directement par donc le biais des voies dopaminergiques. Donc vous voyez que la nicotine, c'est une substance quand même qui a de nombreuses propriétés dont certaines sont bénéfiques. Elle va engendrer donc en stimulant la sérotonine, en stimulant les endorphines endogènes, elle va donc le glutamate qui est un excitateur, un stimulant des capacités cognitives du cerveau, et donc elle va engendrer beaucoup de propriétés bénéfiques qui sont recherchées par le fumeur. Ça c'est un schéma où les opioïdes qui sont stimulés et qui vont donc agir sur les GABA freinateurs. Le GABA va freiner le neurone dopaminergique et on a aussi ici les neurones glutamatergiques excitateurs. Donc, les effets de la nicotine vont être multiples et le fumeur va rechercher ces effets en multipliant la prise de cigarettes. Il l'utilise en tant que coupe-faim, il l'utilise en tant que soutien moral, il l'utilise en tant que stimulation intellectuelle, il l'utilise pour un effet anti-stress, mieux relaxant ou même anxiolytique. Et tous ces effets, évidemment, sont la dépendance de ces neurotransmetteurs qui sont augmentés et exaltés par la nicotine. Hyperglycémie pour le coupe-faim, sérotonine noradrée pour le soutien moral, glutamate pour la stimulation intellectuelle et sérotonine pour ses effets anti-stress, et mieux relaxants. Donc tout ça va engendrer ce renforcement positif du tabagisme dont on a parlé tout à l'heure. Donc finalement, la dépendance comportementale, on peut la définir comme étant une traduction, une réalité neurobiologique de ce qui se passe dans le cerveau. Et c'est la conséquence des phénomènes de neuroadaptation et de neuroplasticité cérébrale dus à la nicotine. Ça, c'est quelque chose. Donc, le comportement du fumeur, toutes les conditions où le fumeur utilise sa cigarette et consomme sa cigarette, c'est à cause de ces effets de la nicotine qu'il recherche. Évidemment, ces effets-là doivent obligatoirement être enregistrés dans la mémoire du cerveau, d'où cette notion de neuroplasticité. L'activation nicotinique des récepteurs entraîne une plasticité neuronale. Cette plasticité neuronale va conduire à un conditionnement comportemental. Cette remodulation neuronale, grâce à cette remodulation neuronale, en raison de cette remodulation neuronale, les signaux environnementaux dont on a parlé tout à l'heure, associés au tabagisme, peuvent servir dorénavant de stimuli induisant le craving et non la non-consommation en elle-même ou la vue de la cigarette elle-même. Donc même les stimuli environnementaux peuvent causer des sensations impérieuses, des envies impérieuses de consommer, et ça parce que ces expérimentations ont été enregistrées dans la mémoire grâce à cette neuroplasticité cérébrale. Cette neuroplasticité cérébrale
rentre dans ce qu'on appelle la neurogenèse et qui se passe au niveau de l'hippocampe. Cette néoneurogenèse laisse des traces mnésiques grâce à l'expression de ces molécules qui sont le delta-phos et qui sont le CREB. Ce sont des facteurs de transcription des gènes. Dans une consommation aiguë, on a le phos-C et puis qui vont diminuer rapidement, alors que le delta-phos-B, qui est un isoforme, lui, il va perdurer. Le bleu là, le bleu clair. Donc au fil de la consommation, on a une accumulation de cet isoforme phos-B et qui va avoir une concentration importante. Ce delta-phos est un facteur de transcription des gènes et il va induire la formation de véritables épines dendritiques qui vont linker, qui font lier les neurones entre eux et donc par ce fait mémoriser le comportement. Il s'agit là de la même procédure que dans tout apprentissage. Le processus associatif et cognitif impliqué dans l'apprentissage aussi sont impliqués dans l'addiction. C'est les mêmes zones, c'est les mêmes mécanismes, et ceci par le biais de structures neuronales communes. La présentation à des fumeurs de stimuli associés à la prise de cigarette activait les régions du système mésocorticolimbique, donc incluant le nucléus accumbens, l'aire tegmentale ventrale qui sont les zones dopaminergiques, mais également l'hippocampe qui est l'aire qui enregistre tous ces comportements et l'amygdale qui est responsable des émotions. La plasticité synaptique est considérée comme un processus de stockage de l'information, donc on a un véritable stockage de l'information, et il a été proposé qu'elle jouerait un rôle majeur dans l'établissement de mémoire liée à la pharmacodépendance à la nicotine en particulier. Donc la nicotine engendre véritablement la création de véritables mémoires et est stockée au niveau de l'hippocampe de cette consommation tabagique. La dépendance à la nicotine modifie la neurogenèse et par aussi un mécanisme de potentialisation à long terme au sein de la formation hippocampique, une structure qui est impliquée dans les processus mnésiques. L'arborisation dendritique et la PLT au sein des régions cérébrales classiquement impliquées dans la pharmacodépendance. Alors, l'expression de cet facteur de transcription des gènes, le delta-phos-B, disparaît rapidement quand on arrête le tabac. Il disparaît 6 à 8 semaines après. Mais les altérations que ça entraîne au niveau de la structure de la chromatine perdurent presque longtemps et modifient ainsi durablement l'expression des gènes et entretient de ce fait le comportement d'addiction. C'est pour ça qu'on voit que les personnes qui arrêtent le tabac peuvent rechuter après plusieurs mois ou plusieurs années parce que leur chromatine a été modifiée de façon durable. Alors, tout va bien jusque-là? Oui, c'est parfait, il n'y a pas de problème. Bon, c'est assez hard ou on continue? C'est correct, vous continuez, Dr. Billy. Très bien. Alors, passons un peu au stress. La majorité des fumeurs, quand on les interroge dans les enquêtes, nous parlent de rechute. Ils rechutent parce qu'ils sont stressés ou ils sont face à un stress important. Les autres continuent leur comportement tabagique parce qu'ils vous disent « Oh, je stresse tout le temps, je suis tout le temps stressé, je n'arrive pas à arrêter. » Voyons pourquoi ce stress est si important chez les fumeurs. Le stress, on en a les stress aigus et les stress chroniques, et ce qui nous implique ici, ce sont les stress chroniques. Au niveau du stress chronique, ce n'est pas l'axe hypothalamo-hypophysaire qui est initié, mais c'est plutôt des structures comme l'amygdale qui sont stimulées par le CRF. Et on a une sécrétion de CRF carrément en dehors de l'axe hypothalamo-hypophysaire, au niveau de l'amygdale, et qui va stimuler le système sympathique, qui va activer directement le système sympathique. Le système sympathique, donc, il va avoir ses répercussions sur tous les organes, le cœur, les vaisseaux, les glandes, l'estomac, etc. Et quand on met les personnes en état de manque, par exemple, et qu'on mesure le CRF dans leur amygdale, on le trouve à des niveaux excessivement élevés.
Et ça, c'est avec toutes les drogues d'abus. Ça, c'est avec l'alcool, ici avec la cocaïne, avec le cannabis, avec les opiacés et avec la nicotine. Vous voyez qu'avec la nicotine, on a aussi un niveau très important de CRF au niveau de l'amygdale chez une personne qui est, ça c'est chez les animaux, mais c'est transposable à l'homme, donc quand on arrête la consommation de tabac. Il n'y a pas que le CRF qui est impliqué dans ce système du stress cérébral, il y a la norépinéphrine et la dynorphine. Et la dynorphine K, les dynorphines K produisent des effets aversifs de type dysphorique chez les animaux et chez les humains et ont été supposés médier les états émotionnels négatifs. Donc vous voyez que ce système de stress, il est excessivement présent par l'intermédiaire du CRF, de la norépinéphrine et de la dynorphine, et c'est lui qui est présent quand on a des émotions négatives. Et on sait que le tabagique a tout le temps ces émotions négatives. Donc ce système-là, il est en opposition avec le système dit anti-stress, où on a la sécrétion de dopamine, mais pas que la dopamine, les neuropeptides Y, la nocilceptine et les endocannabinoïdes. Toutes ces molécules donnent un effet positif, et pour contrebalancer tout ça, le cerveau s'adapte et sécrète les hormones du stress. Donc, chez tout consommateur de substances de façon chronique et quotidienne, on a ces deux systèmes qui sont mis en jeu en même temps. Le système anti-stress, où il y a cette sécrétion de dopamine, d'endocannabinoïdes, et qui nous donne ces effets positifs et gratifiants et sensations de bien-être. Mais en même temps, on a ce système de stress pour contrebalancer cet excès de production de ces dopamines et endocannabinoïdes. Et c'est un système, c'est lui qui prend le dessus et qui est composé donc essentiellement de CRF, d'endorphines et de dynorphine. Alors, nous arrivons presque à la fin donc, de cet exposé avec tout à l'heure, donc on a vu dans tout ce qu'on a dit, c'est ce système mésolimbique au fond du cerveau et comment il fonctionne et comment il est impacté. Maintenant, pour qu'on devienne addict, il faut qu'on perde le contrôle et que ces envies et ces pulsions, on arrive à les contrôler. Et si on n'arrive pas à les contrôler, c'est qu'on a un problème au niveau du système du cortex préfrontal, et parce que les fonctions exécutives sont altérées. Les fonctions exécutives qui nous aident et nous permettent à guider notre comportement comportent aussi des actions comme l'inhibition de la réponse et les mémoires de travail. On va juste les énumérer pour savoir de quoi il s'agit. L'inhibition de la réponse intervient pour soutenir la sélection d'un comportement particulier qui doit être inhibé. J'ai le choix de consommer une cigarette ou de ne pas consommer. Ce sont deux comportements qui se présentent dans mon cerveau. Mon cerveau doit inhiber l'un et permettre l'autre. Donc cette action d'inhiber un choix, elle est gérée par des réseaux neuronaux au niveau du cortex préfrontal ventrolatéral. Et c'est ça ce qu'on appelle cette fonction d'inhibition. Et si elle est dysfonctionnelle, évidemment, on ne peut pas inhiber ce genre de comportement. Un autre élément aussi qui est la saillance. La saillance est une propriété qui permet à un stimulus particulier d'être favorisé. On va donner l'exemple. J'ai le choix, quand je n'ai plus mes efficiences intellectuelles et si je veux me stimuler intellectuellement, de consommer ou un cola, ou du thé, ou prendre un morceau de chocolat, ou prendre une cigarette. Si la cigarette me donne beaucoup de stimulation, mon cerveau va sélectionner ça parce que ce comportement, il est valant, il a une valence importante, il est saillant. Et donc, cette saillance, elle est régie aussi par des réseaux neuronaux. Une autre donnée, c'est comment fonctionnent les choix d'un individu. Il se porte volontiers vers l'obtention rapide d'une somme d'argent. Si vous questionnez des gens, est-ce que vous voulez une petite somme d'argent tout de suite ou une somme plus importante dans un an? La majorité des addicts
vous répondent je veux la petite somme et tout de suite. Lors des choix impliquant des récompenses monétaires acquises plus tardivement, les aires du système hédonique étaient inactives. Ça, c'est chez les addicts. Et on sait que donc, chez les personnes addictes où on a eu un emballement du système mésocortical et mésolimbique, les réseaux ne fonctionnent pas très bien et donc ce sont ces choix-là qui vont être impliqués parce que le réseau il fonctionne correctement. Donc, de ce fait, on voit que le processus de prise de décision chez le sujet addict, il est dysfonctionnel. Il y a un double biais, un biais motivationnel et un biais temporel. Un biais temporel parce que les choix du sujet addict préfèrent tout ce qui est immédiat de tout ce qui est délayé. Une personne qui va avoir des gratifications immédiates, le fumeur, il accorde très peu d'intérêt à sa santé dans le futur. Lui, il veut des gratifications immédiates. Et aussi des choix de consommation de substances ou de comportements qui sont hautement gratifiants. C'est pour ça qu'il choisira par exemple la cigarette pour se stimuler au lieu d'un bout de carré de chocolat ou d'un cola ou d'un café. Et ce sont ces phénomènes qui sont sous-tendus par des réseaux neuronaux et on connaît maintenant leur emplacement. Donc ce n'est pas dû au hasard, c'est à ce biais, un double biais temporel et motivationnel chez les sujets addicts. Une autre donnée qui est la mémoire de travail. La mémoire de travail, elle commence à la petite enfance à se mettre en place, elle mature un peu à l'adolescence et elle complète sa précision à l'âge adulte. La mémoire de travail aussi, comme l'inhibition de la réponse, elle est sous-tendue par un circuit qui est situé au niveau du cortex ventrolatéral et dorsolatéral du cortex préfrontal. Cette mémoire du travail, elle est altérée chez les sujets addicts et chez les fumeurs. On a fait, donc dans cette publication, il y a une excellente étude qui a été faite. On a pris des fumeurs, on les a sevrés pendant une semaine, et au bout d'une semaine, on a vu ceux qui ont rechuté et ceux qui n'ont pas rechuté. Et on a cartographié leur cerveau. On voit que ceux qui ont rechuté, ils manifestent donc une altération cartographique au niveau de la zone qui gère la mémoire de travail. Donc ce sont les personnes qui ont une altération de leur mémoire de travail qui rechutent le plus. Alors donc toutes ces données neurobiologiques, à la fois sur le plan expérimental, de la neurostimulation et de l'imagerie cérébrale fonctionnelle, viennent en fin de compte pour corroborer et pour étayer ce que déjà les psychiatres américains en 1994 ont défini. Ils ont défini l'addiction comme étant la recherche de plaisir, mais ça ne saurait être que ça, et qui doit être incriminé pour caractériser au mieux la personnalité de l'addict, la notion de perte de contrôle et non celle de plaisir qui se trouve au centre des définitions de la dépendance à l'usage d'une substance. Les patients qui présentent en effet des difficultés majeures dans les situations nécessitant des prises de décision, donc on voit là les prises de décision qu'on vient de démontrer, les dysfonctionnements au niveau des prises de décision déjà évoqués depuis 1994, et continuant par exemple à consommer la substance malgré leur connaissance des conséquences négatives qu'elle peut avoir. L'addiction se définit donc en grande partie comme une pathologie du choix, et là on a vu aussi que les sciences du comportement nous montrent qu'il y a un problème dysfonctionnel, il y a un biais de choix. Le sujet addict, avec une prise de décision, des capacités de prise de décision qui sont biaisées avec ce double biais temporel et motivationnel. Alors si on schématise tout ça, par ces petits cercles, on a cette possibilité de go and not go, on y va ou on n'y va pas, on consomme ou on ne consomme pas. À gauche, on a donc le cerveau non addict, où la partie du contrôle est importante, elle est hypertrophiée, où les comportements, cette salience, sont modérés et où la mémorisation de ces phénomènes, elle est normale. Et là, le cerveau garde tout son contrôle
sur la consommation, il peut dire oui ou non à la consommation de substances selon qu'il la juge intéressante ou inutile ou dangereuse. Le cerveau du sujet addict, vous voyez que toutes ces structures sont dysfonctionnelles, l'objet de la consommation devient hypertrophié, le contrôle très réduit et la mémorisation est importante en rapport avec la consommation du produit. Et puisque le contrôle est réduit, donc le comportement va être beaucoup plus dirigé vers la consommation et non vers le contrôle de la consommation. Et récemment, donc en 2016, on a eu la preuve que les thérapies cognitives et comportementales, de quelque ordre qu'elles soient, modifient le fonctionnement du cerveau et on a pu les cartographier. Vous avez ici le petit cercle en bleu qui désigne la partie où le contrôle inhibiteur s'exerce. Vous voyez ici à gauche, il est très réduit et après donc des séances de thérapie cognitive et comportementale, il devient excessivement important et donc cette fonction d'inhibition peut rejouer son rôle et inhiber donc les contrôles. Et donc c'est pour la première fois qu'on démontre que les thérapies cognitives et comportementales, et pas que toutes les thérapies aussi qu'on met en jeu pour soigner les sujets addicts, y compris le tabac, on peut induire un changement dans la fonctionnalité carrément du cerveau. Voilà, j'en ai terminé, je vous remercie pour votre attention. Je dirais comportemental et biologique, neurobiologique. Les gens à Dakar, à Kinshasa et à Conakry, est-ce que vous avez des questions, des commentaires? Est-ce que vous désirez ouvrir la discussion? Je peux peut-être lancer la discussion, si vous permettez. Moi, je retiens 3 choses de ce que vous avez dit. La première des choses, c'est que il y a cette balance entre ce que vous avez appelé le renforcement positif et négatif. C'est ce qui fait en sorte probablement que vous avez des gens qui vont avoir une certaine facilité à arrêter de fumer. Vous avez des gens qui vont fumer mais qui n'en prendront jamais une habitude, et ça j'en connais. Je connais des gens qui fument à Noël, qui fument à leur fête, à leur anniversaire de naissance, mais qui autrement ne fument jamais. Et puis, vous avez cette autre catégorie de personnes qui vont arrêter de fumer, mais qui vont toujours avoir qui vont toujours devoir être prudents parce que retomber dans la cigarette peut être facile. Ça, c'est la première chose que je retiens. La deuxième chose que je retiens, ça m'a surpris, c'est la plasticité du cerveau et cette rapidité qu'a le cerveau à prendre la dépendance. Et je dirais cette nonchalance à l'oublier. C'est comme si une fois qu'il était addictif, le cerveau voulait demeurer dans cette action-là et refusait de faire un revert back, si vous voulez, et de revenir en arrière. Et finalement, c'est la troisième chose, c'est qu'on est toujours ambivalent entre des actions positives et négatives, parce que notre cerveau fonctionne comme ça et notre corps humain fonctionne comme ça. On a des zones positives et négatives. Et il faut que ces zones-là soient interconnectées pour être efficaces dans une action positive ou dans une action négative. Voilà ce que je retiens de votre conférence. D'autres personnes ont des commentaires? Dr Millier, vous avez des commentaires à faire? Oui, pour reprendre un peu ce que vous... Une question. On a une question? Oui, allez-y. Oui, d'accord, une question. Oui. Nous vous remercions. On a assisté à une belle conférence. Malheureusement, on n'a pas pu voir les dernières diapositives. La connexion n'était pas excellente de notre côté, certainement. Et c'était juste pour savoir, vous avez dit tout à l'heure qu'au niveau du cerveau, les récepteurs nicotiniques sont plus nombreux, si j'ai bien compris, chez le patient fumeur que celui qui ne l'est pas. C'était pour savoir si, à l'arrêt, si j'ai une personne qui est sevrée, est-ce que la même quantité de récepteurs perdure ou bien est-ce qu'au fil du temps, on a une involution de ces récepteurs? Oui.
C'est une très bonne question parce que là j'ai évoqué qu'on a une altération anatomique carrément cérébrale chez le fumeur et que le nombre de ces récepteurs nicotiniques il est pratiquement au minimum multiplié par 2 et que ça reste à vie. Mais heureusement que suite à un sevrage, si on arrête mais complètement la consommation de tabac, tout ce qui a été créé par la suite, depuis la consommation, tous ces récepteurs nouveaux vont involuer et devenir dysfonctionnels, c'est-à-dire non exprimés. On a fait l'expérimentation, on a cartographié ces récepteurs et cela met entre 2 et 3 mois en moyenne. La majorité des fumeurs perdent l'expression de ces récepteurs créés de nouveau au bout de 2 à 3 mois. Il y en a certains qui perdurent jusqu'à plus. C'est pour ça que quand on prend en charge des fumeurs, quand ils gardent encore des envies au-delà de 3 mois, il faut les accompagner aussi avec des médicaments et ne pas s'arrêter à 3 mois. Donc, mais chez la majorité des fumeurs, les récepteurs qui ont été créés de nouveau vont s'éteindre et ne vont plus s'exprimer. Et quand les récepteurs ne s'expriment plus, on n'a plus ces envies pressantes d'aller consommer. Si on consomme de temps à autre, on les garde toujours en état de réactivité. Donc, ils restent là, et si vous revenez même des années plus tard, si vous prenez du tabac, donc de la nicotine associée avec ces inhibiteurs de la monoamine oxydase, vous les réveillez de nouveau et ils deviennent fonctionnels de nouveau. Donc ce n'est pas perdu, mais le cerveau d'un fumeur ne devient jamais comme un cerveau d'un non-fumeur. C'est pour ça qu'il faut insister auprès des jeunes, parce qu'on ne peut pas les sensibiliser sur les pathologies du futur dans 20 ou 30 ans, mais on peut les sensibiliser sur ce qui peut lui arriver au bout de quelques semaines de consommation quotidienne, c'est ces altérations anatomiques, biologiques et fonctionnelles qui surviennent dans leur cerveau. Ils impactent leur cerveau, ils altèrent l'anatomie, la biologie, et ils affaiblissent la mémoire de travail, les circuits qui gèrent le contrôle, donc ils affaiblissent le contrôle de leur comportement. Et c'est un contrôle qui ne gère pas que les substances, c'est tout ce système de contrôle de tout le comportement qui est altéré, qui est dysfonctionnel. C'est pour ça que les tabagiques sont en général impulsifs. Dès qu'ils ont des émotions fortes, ils n'arrivent pas à les réprimer facilement, la majorité je parle, et à cause de ce déficit, de cette déficience de ces circuits de contrôle. Mais heureusement que même les déficiences de ces circuits, on peut y pallier. On peut y pallier quand on arrête la consommation de tabac, et grâce à cette neuroplasticité, on peut renforcer ces circuits déficients par l'apprentissage du contrôle de la consommation, et qui va créer de nouvelles connexions, qui va renforcer ces réseaux. Donc rien n'est perdu au niveau du cerveau. Le cerveau, il s'adapte. Si on arrête la consommation, même en gardant des circuits faibles à la base, au départ, on peut les renforcer par l'apprentissage. C'est comme si vous empruntez un chemin et que celui-ci, il est faible, donc vous pouvez créer des raccourcis pour fortifier, pour arriver au même but. Et ça, c'est par le biais de la neuroplasticité dont on a parlé. Et cette neuroplasticité, elle vient de l'apprentissage. Donc, quand on apprend à consommer des substances, on fait du mauvais apprentissage et on altère le cerveau. Et quand on arrête la consommation et on apprend un nouveau comportement, on améliore notre capacité à contrôler notre comportement. Kinshasa, Conakry, est-ce que vous auriez questions, commentaires, s'il vous plaît? Bon, écoutez, moi j'aurais une question un petit peu générale, Fares. Est-ce qu'on sait pourquoi le cerveau a plus de facilité à prendre de mauvaises habitudes que de bonnes habitudes? Somme toute, la plasticité est beaucoup plus rapide sur l'addiction que sur le sevrage. Pour quelle raison? Quand on parle de remaniement de la chromatine, par exemple, tantôt vous avez parlé de remaniement de la chromatine. Ce remaniement-là de la chromatine, j'imagine que c'est un jeu d'histoire. Comment ça se fait que de passer d'un cerveau normal vers un cerveau addictif, c'est beaucoup plus facile
que de passer d'un cerveau addictif et de revenir vers un cerveau normal. Oui. Oui. Oui, oui. Oui, j'ai bien compris votre question. Et elle est très pertinente d'ailleurs. Parce que la plasticité, parce que nous avons vu que ce sont des phénomènes de neuroplasticité qui font mémoriser le fait de fumer durant plusieurs années. Fumer dans plusieurs circonstances pour gérer le temps, les émotions et les événements. Et tout ça est mémorisé dans le cerveau et le tabac devient un mode de gestion du stress, des émotions négatives et des émotions positives. Alors, maintenant, quand on arrête et que le fumeur, après plusieurs années, en général depuis son adolescence, il n'a appris que ce mode-là de gestion. Quand vous lui dites « enlevez ce mode de gestion », il se trouve démuni. Le cerveau, il revient à son fonctionnement assez rapidement. Mais la personne n'arrive pas à gérer, elle n'a pas appris à gérer autrement que par la cigarette. Donc, devant la moindre situation, le cerveau, par efficience, il copie toujours les comportements antérieurs qui ont marché et qui ont réussi. Quand j'ai l'habitude de gérer, par exemple, mon stress en allumant une cigarette, une fois que j'arrête de fumer, devant une situation stressante, mon cerveau va automatiquement me faire le choix de consommer une cigarette ou pas. Mais il me lance vers une consommation de cigarette. Il me propose ça parce qu'avant, ça a marché. Parce que c'est inscrit dans sa mémoire. Et pour que ça marche vite et que moi, je puisse résoudre ma problématique. Et si moi, je n'ai pas appris à gérer autrement mon stress, je vais résister. Mais finalement, comme je n'ai pas appris autrement, je vais recommencer le même comportement. Si le stress devient très important, je vais recommencer à fumer parce que je n'ai pas d'autre solution. Donc c'est pour ça que arrêter de fumer, les structures cérébrales reviennent à un état qui est probant. Ils reviennent fonctionner normalement au bout de quelques semaines. Ils peuvent redevenir... Vous savez que par exemple la neurosécrétion de ces facteurs du stress, elle disparaît assez rapidement. Mais si on n'a pas appris à gérer autrement, c'est notre comportement c'est lui qui va... C'est pour ça qu'il faut apprendre à gérer autrement. C'est pour ça que quand on arrête, on aide les gens à arrêter de fumer, ce n'est pas une question de molécules. Les molécules, ils nous aident à ne pas tomber dans le manque. Si on ne tombe pas dans le manque, on peut réaliser le sevrage de façon assez confortable. Et le sevrage de façon assez confortable, c'est d'apprendre à gérer autrement, d'apprendre à gérer le stress, d'apprendre à gérer les émotions négatives, d'apprendre à communiquer de façon dite affirmée, qui n'est ni de façon agressive ni passive, parce que ces deux modes de communication génèrent des émotions négatives. Donc, si on apprend à avoir des moments agréables, pas en consommant du tabac, mais en faisant autre chose, en faisant du sport, en consommant d'autres substances, par exemple, qui ne créent pas de l'addiction, avoir du plaisir autrement. C'est-à-dire qu'il faut absolument que notre comportement change, et ce comportement, c'est un nouvel apprentissage. Apprendre à gérer autrement. Évidemment, les gens n'ont pas la même facilité d'apprendre à gérer autrement, n'ont pas les mêmes possibilités, et l'environnement dans lequel ils vivent, que ce soit émotionnel ou social ou de travail, ne leur permet pas souvent, ou dans tous les cas de la même façon, d'apprendre rapidement. Donc c'est pour ça que ce n'est pas tellement la faute au cerveau, c'est notre faute à nous de vouloir aller trop vite. Si on passe d'une dizaine d'années ou quinzaine d'années à fumer, c'est ce mode-là de gestion qui est prédominant. Si on enlève ce mode de gestion, il faut absolument qu'on apprenne à gérer autrement. Et c'est ça qu'on fait, qu'on aide les gens dans les séances de thérapie cognitive et comportementale. On les aide à mieux gérer leur vie, leurs émotions, par ces séances qu'on fait, pour qu'ils puissent apprendre à gérer autrement. Et c'est pour ça que c'est difficile. Même, vous savez que le taux de réussite chez les addicts en général, il ne dépasse pas les 30%.
dans les meilleurs des cas. C'est pour ça que Georges Koube, par exemple, a qualifié ça de maladie chronique à rechute. Les rechutes sont importantes. Et c'est pour ça que nous, quand on accompagne les fumeurs, on accompagne chacun à son rythme. Il y a des gens qui mettront beaucoup plus de temps pour arrêter que d'autres. Il y en a d'autres qui vont rejeter, ce n'est pas grave. De chaque expérience, ils apprennent. Et on doit les aider, être présents, être toujours présents là, à ne pas les blâmer, parce qu'on sait que les gens éprouvent des difficultés, et des difficultés ne sont pas les mêmes chez toutes les personnes. Donc, et c'est pour ça qu'on plaide aussi pour des produits dits alternatifs dans ce qu'on appelle la harm reduction, la réduction des risques. Si on n'arrive pas à aider les gens à se sauver complètement, au moins on peut les aider à switcher vers des produits moins toxiques pour eux et pour la société. Parce que le tabac est une addiction, et comme toutes les addictions, la réussite n'est pas toujours au bout, il faut toujours la tenter et on y œuvre, et il faut tout faire, mais on sait qu'il y a des gens qui éprouvent beaucoup de difficultés à parvenir à arrêter, et c'est pour ça qu'il faut leur offrir une palette d'aide et d'intervention et une palette de moyens pour chacun aille au rythme et avec les moyens avec lesquels ils se sentent à l'abri. D'accord, écoutez, le temps file et je pense, en tout cas moi je reçois un signal qu'on va perdre la connexion bientôt. Et donc je voudrais remercier Fares de cette conférence très instructive. Je remercie aussi les gens qui ont été présents, ceux qui auraient voulu être là mais qui n'ont pas pu se connecter. De toute façon, Fares, si tu es d'accord, la conférence va être disponible sur le site de l'EFP. Zouar va la déposer sur le site. Et j'en profite pour vous rappeler que notre prochaine rencontre, si je ne fais pas d'erreur, elle est cédulée le 22 novembre. Ceux qui passent à l'heure normale de l'Est ou à l'heure normale, n'oubliez pas qu'il va y avoir un changement d'heure. En Afrique, je pense qu'on ne change pas d'heure, mais je vous le dis quand même. Donc la prochaine visioconférence, c'est le 22 novembre, et elle sera donnée par le professeur Yann Joly. Et là, on change de répertoire, et on s'en va vers la médecine personnalisée et le consentement informé. Vous savez, on a parlé beaucoup depuis quelques années de la médecine personnalisée, on en parle de plus en plus, c'est devenu un incontournable dans la pratique médicale, un incontournable dans l'enseignement, un incontournable en éthique. Et donc, Yann est un spécialiste de ces questions de consentement et d'éthique. Et donc, je vous invite à être avec nous le 22 novembre pour la prochaine visite. Étienne, est-ce que tu as quelque chose à ajouter? Moi, j'ai terminé. Non, je vous remercie tous. Non, tout a publié, j'ai vérifié pendant que tu parlais. C'est bien le 22 novembre, il n'y a pas de problème. Et on change d'heure, mais j'indiquerai ça dans le mail que j'enverrai. Bon. Donc, merci. Merci beaucoup à Fares Philippe. C'était très très bien et c'était très concret. Une belle conférence. Merci beaucoup. Merci Étienne, merci Nive. Fares, mes amitiés, mes amis. Amitié à tous. Merci beaucoup. Et, Au revoir, Fares. Au revoir.